Bonjour, mon nom est Gaston Baudin, je suis un ancien de l'école d'ingénieurs d'Yverdon. J'habite aux États-Unis depuis un peu plus de 20 ans où j'ai une entreprise dans le domaine de l'astronomie et de l'optique. Dans ce cadre-là, j'ai développé une nouvelle technologie basée sur l'intelligence artificielle pour l'analyse du front d'onde. L'idée, c'est de pouvoir faire une analyse de front d'onde sans capteur dédié, de type Shaka-Hartmann ou pyramidal, mais en utilisant une simple caméra. Nos clients ont des télescopes qu'ils ont besoin d'aligner, alignement des surfaces optiques pour atteindre les performances optimales du télescope, on appelle ça souvent la collimation. Et notre système permet d'obtenir des informations quantitatives sur les aberrations à travers le front d'onde, en réutilisant la caméra qu'ils ont généralement déjà attachée au télescope. Donc c'est une solution purement software. Dans le cadre des projets de diplôme de l'école d'ingénieurs, j'ai proposé plusieurs sujets qui réutilisent cette technologie dans différentes configurations. Et le but de cette vidéo, c'est d'introduire les gens intéressés et le public en général au fonctionnement de la technologie de front d'onde qui utilise l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer d'être assez bref et de faire une courte démonstration sur un bain optique pour montrer comment ça fonctionne en pratique. Donc pour comprendre la méthode, il faut voir qu'on va travailler avec des images et non pas des fronts d'onde, puisqu'on a une simple caméra. Et comme notre application au départ est dans le domaine de l'astronomie, on va prendre des images d'étoiles, artificielles ou naturelles. Donc quand on a une étoile qui se situe à l'infini, un objet qui, vu par notre télescope, produit une onde plane. Et la PSF, la point spread function qui en découle, c'est ce qu'on voit ici, un point avec des anneaux concentriques qu'on ne voit pas très bien ici parce qu'ils sont beaucoup plus bas en amplitude, mais on a la PSF classique pour un télescope avec une ouverture circulaire. Alors ici, on est dans un contexte où il n'y a pas de turbulence, si on était dans l'espace ou au laboratoire. On y reviendra tout à l'heure avec la turbulence. Donc, on a l'image de diffraction limite ici, et puis si on a des aberrations dans notre système optique, par exemple ici, on aurait du sphérique d'ordre 3, avec plus 3 longueurs d'onde, on obtient cette figure-là où on a des anneaux extérieurs de diffraction qui sont plus marqués à cause de l'existence du sphérique. Maintenant, si on change le signe du sphérique et on a un sphérique négatif de moins 3 longueurs d'onde, de même amplitude mais négatif, on obtient exactement la même image. La raison, c'est que l'image qu'on a ici, c'est en fait le module de la transformée de Fourier du front d'onde, et on perd l'information de phase, de signe, on va dire. Donc on ne peut pas séparer avec une image comme ça des aberrations positives ou négatives de sphérique. Donc pour pouvoir utiliser l'image et retrouver le front d'onde, donc passer de l'intensité ou de l'irradiance au front d'onde, on doit rajouter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un biais qu'on va faire sous forme de défocalisation, parce que défocaliser en optique, ça ne coûte rien, ça consiste juste à déplacer le capteur, le plan du capteur, par rapport au plan focal. Donc vous voyez que dans une situation de diffraction limitée, la même étoile, avec une optique parfaite, sans aberration ou turbulence, on obtient maintenant quelque chose avec des anneaux concentriques, il y en a une dizaine ici, puisqu'on a 10 longueurs d'onde de défocalisation. Voilà la nouvelle image de diffraction limite. Si je rajoute maintenant mes aberrations de sphéricité dans cet exemple, plus 3 longueurs d'onde, on voit bien ici, sur cette image, l'effet avec une augmentation un peu du diamètre de la PSF défocalisée et puis les anneaux concentriques qui ont des tailles un peu variables et un flou général. Si maintenant j'applique moins 3 longueurs d'onde de sphérique identique mais négatif, ben j'ai une image complètement différente avec cet anneau ici très, très brillant et puis tous les autres qui ont l'air de disparaître. Vous voyez qu'on a maintenant clairement une différence et qu'on va pouvoir, à partir de là, retrouver le fond d'onde. Pour les gens intéressés, je les renvoie au papier SPY que j'ai écrit dans le cadre des conférences en 2020 pour expliquer comment ça fonctionne, et puis les papiers en référence qui sont cités. Alors, qu'est-ce qu'on a développé ici dans l'entreprise? C'est une méthode qui utilise l'intelligence artificielle pour retrouver en fait le front d'onde à partir de l'image défocalisée d'une étoile. Alors ici c'est une étoile, parce qu'on est dans le domaine de l'astronomie. Il faut garder à l'esprit que ça peut être d'autres objets, un objet étendu, ou plusieurs objets, plusieurs étoiles, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est le cas dans certains des projets de diplôme que j'ai proposés. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien on va décrire le front d'onde, qui est supposé être un front d'onde plan, dans notre exemple de l'étoile,
à partir de ce qu'on appelle les polynômes de Zernike. Donc on va utiliser les polynômes de Zernike pour créer des aberrations connues sur le front d'onde, donc des erreurs de phase. Alors on choisit un certain nombre de polynômes de Zernike, qui sont une décomposition orthogonale dans le cercle unité du front d'onde, de manière à injecter des aberrations de différents types qu'on a choisis à l'avance pour le problème à résoudre. Par exemple, astigmatisme, coma, sphérique, tréfoil et autres. On va choisir ces aberrations de manière aléatoire dans un certain intervalle qui correspond au problème à résoudre pour créer un front d'onde aberrant auquel on va rajouter une certaine puissance, donc un défocus. Et vous voyez ici un exemple en 3D d'un front d'onde qui a été donc défocalisé et perturbé. On y rajoute donc la fonction d'ouverture, c'est-à-dire ici une ouverture optique qui est circulaire, donc une pupille circulaire avec ou sans obstruction centrale. De tout ça, donc, on obtient, avec des calculs de diffraction scalaire, on obtient ici l'image de la PSF à haute résolution dans ce cas-là. Et on la voit bien, elle est déformée, donc il n'y a pas d'obstruction centrale dans cet exemple, mais il y a une aberration, probablement ici de type astigmatique et peut-être comatique. Et puis ensuite, cette image est simplement envoyée à un réseau de neurones après l'avoir formaté avec une taille standard compatible avec le type de caméra qu'on peut rencontrer. On envoie ça à un réseau de neurones en entrée et on demande au réseau de neurones de nous ressortir en sortie les coefficients des polynômes de Zernike qui ont servi à produire cette image. Puis après avoir enlevé la puissance, donc le défocus qu'on avait rajouté, on trouve le front d'onde déformé avec les aberrations qui correspondent, puisqu'on a les Zernike qui permettent de le reconstruire avec les polynômes. Donc l'idée, c'est d'entraîner un réseau de neurones avec une base de données de centaines de milliers ou de millions d'exemples. On a créé des images purement synthétiques. Donc il n'y a jamais besoin actuellement de prendre des images physiques d'un dispositif. On peut faire tous ces calculs à l'extérieur de tout hardware, donc de manière purement numérique. On peut entraîner le réseau de neurones et ensuite, quand on va lui présenter des images qui viennent d'un télescope ou d'autres choses, il va nous sortir les coefficients. Alors, on peut, dans le même processus, rajouter du bruit. Entre autres, on peut rajouter les effets de la turbulence atmosphérique, ce qu'on appelle le seeing. On peut même sortir ici pour l'estimer et forcer le réseau à apprendre dans des conditions données de perturbation atmosphérique, de seeing. Donc ici, je vais vous montrer sur un baie optique que j'ai développé, assez compact pour que je puisse le prendre avec moi pour faire des démonstrations, comment ça fonctionne. Le banc optique, il est constitué d'une lentille achromatique, un achromate, qui se situe à peu près par ici, sur le banc optique. Devant l'achromate, on a un miroir plan, qui est ici, qui est sur une monture. Notez qu'il y a une petite vis ici, dont on reparlera tout à l'heure, qui permet de déformer le miroir volontairement. On y reviendra. C'est un miroir de très bonne qualité, on est dans les 15e de longueur d'onde de planéité. Ici, nous avons ce qu'on appelle un beam splitter en anglais. Tous ces slides sont en anglais, mais je pense que c'est assez facile à lire. C'est un diviseur optique. Le diviseur optique, ici, permet de séparer le faisceau en deux. On a le faisceau qui vient de notre source, qui simule en fait une étoile, en fait 7 étoiles dans le cas présent. On a 7 pinhole de 10 microns chacun pour pouvoir faire des mesures dans l'axe et hors axe, ce qui est une propriété assez unique de la méthodologie. Donc les pinholes sont ici éclairés à travers un diffuseur par une LED blanche. Et donc la lumière est envoyée via le diviseur optique vers la lentille qui, elle, l'envoie vers le miroir, qui le renvoie à travers la lentille. On est en double passe. Et puis, cette fois, la lumière traverse un filtre de couleur, en général rouge, pour atteindre la caméra qui, en fait, va être volontairement décalée. Ce qui n'est pas le cas ici, elle est au plan focal, mais on va la décaler d'une quantité connue pour créer le défocus qu'on veut pour la phase diversity dont on parlait tout à l'heure, donc le biais. Ici, vous voyez donc le hardware lui-même, donc le banc optique. On a ici l'achromate dont je parlais, le miroir, le diviseur optique, ici une table XY pour pouvoir ajuster la position de la source avec les pinholes, un filtre ici qui sera rouge dans l'exemple, et puis une caméra, une simple caméra pour faire la mesure. Donc ici, on a un exemple de test comparatif qui a été fait par mon ami John Hayes.
qui compare notre technologie sur le même banc optique avec un interféromètre, un Twin-Man Green interféromètre, qui est ici sous la forme de ce qu'on appelle une facecam de chez 4D. Donc c'est du matériel relativement cher, on parle de 50 à 100 000 $ pour ce type de produit. Donc c'est des mesures de très haute qualité, avec très haute résolution. Et le but, c'était de comparer les performances qu'on peut obtenir avec une simple caméra, donc sans hardware, sur le même banc optique. La facecam travaille avec un laser hélium-néon stabilisé à 633 nanomètres. Ici, on a mis un filtre rouge à bande étroite dans le H-alpha à 656 nanomètres avec 6 nanomètres de bande passante. Donc, on n'est pas très loin de la même situation. Voilà les résultats comparatifs entre la méthode d'intelligence artificielle AI et la facecam dans l'axe avec le miroir plan en double passe et un pinhole de 10 microns, un seul pinhole dans cet exemple. Je reviendrai sur les autres, les exemples avec les 7 pinholes dans la démonstration elle-même. On est donc en mesure quasi monochromatique et vous voyez ici les deux fronts d'onde reconstruits avec la méthode AI et la méthode avec la facecam à partir donc des mesures obtenues par l'interféromètre. Ici, il y a un petit tableau qui résume. En gros, on trouve que pour les aberrations de base, on est à 25 millièmes de longueur d'onde de différence, au pire, entre les deux méthodes. En fait, récemment, j'ai fait des nouveaux tests avec un Shaq-Hartman qui montre qu'on arrive, en faisant attention à bien tout aligner correctement, à des erreurs qui sont aujourd'hui de l'ordre de 5 millièmes de wave, 5 millièmes de longueur d'onde entre la méthode AI et le Shaq-Hartman ou ici l'interféromètre. Donc ici, je vous montre rapidement le banc optique lui-même, prêt pour la démonstration que je vais faire maintenant. Ici, vous avez donc le télescope finalement avec la chromate devant et le miroir plan. Notez ici une vis que je peux tourner, qui actuellement n'est pas en contact avec le miroir. Elle est à 45 degrés et je vais l'utiliser pour en fait créer des aberrations en déformant le miroir durant la démonstration. Comme ça, vous saurez ce qui va se passer. Cette vis est ici. Donc on a notre diviseur optique ici, avec notre caméra derrière et son filtre, et ici la source où simplement j'éclaire les 7 pinholes avec une lampe avec une LED blanche. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est l'arrivée des images brutes de la caméra toutes les quelques secondes. Ce n'est pas très rapide ici parce qu'on est en Python qui n'est pas compilé, donc on pourrait aller à des vitesses vidéo si on voulait, mais ici c'est un code de démonstration. Vous voyez le numéro de l'image qui arrive ici, le numéro de la frame. Ici, nous voyons les 7 étoiles artificielles défocalisées, les pinholes. Et puis, la croix jaune indique le centre optique. Donc, on s'est mis au centre optique ici pour le pinhole 0, celui qui est au... Et donc, il a un numéro 0, on le verra tout à l'heure. Celui qui est dans l'axe. Puis, on a le pinhole plus 1, plus 2, plus 3. Et puis, moins 2 et moins 3, juste pour qu'on se rappelle quand je vous montrerai les fronts d'onde. Donc, ici, on est centré. Et tout a l'air assez correct. Donc, on peut maintenant regarder le front d'onde. Donc, ici, vous avez le front d'onde en temps réel qui est mis à jour régulièrement. En haut, vous avez la distance au plan focal, au cercle de confusion minimum. On est à 8,3 mm à peu près. C'est le défocus qui a été choisi pour cette application et pour ce réseau de neurones. Donc là, le réseau de neurones en question tourne en temps réel. Il reçoit les images de la caméra et renvoie tous les fronts d'onde des 7 étoiles en même temps. J'insiste là-dessus, c'est important. On est à 7 microns, 10 microns de l'objectif ou du défocus. Donc, on est très proche de ce qu'on avait voulu. Il y a une tolérance, donc on n'est pas obligé d'être super précis. Vous voyez ici quelques informations utiles. SR, c'est le Strehl ratio, le rapport de Strehl. On considère un système comme étant diffraction limitée quand on atteint au moins 80%. Ici, on est à presque 99%. Pour les 640 nanomètres de longueur d'onde qu'on a ici, on a un filtre rouge qui a une bande de 60 nanomètres, la source étant une source blanche. Donc l'erreur d'onde est de 18 millièmes d'onde RMS et en pic vallée, on est à 0,1 longueur d'onde, on va dire. Donc une longueur d'onde ici, c'est 640 nanomètres. Vous voyez que ici, nous avons les aberrations de base qui sont affichées.
sous la forme RMS. On domine avec de l'astigmatisme, on a un peu de coma, de tréfold, mais qui sont très faibles. Ici, on est dans les 16 millièmes de longueur d'onde. Ici, on est dans les 6 millièmes de sphérique. Le sphérique vient de la lentille. Il correspond plus ou moins à la valeur théorique du modèle Zimax qu'on a à disposition pour ce tachromate. Ce qui domine, c'est l'astigmatisme, mais il est très faible, hein. On est dans le centième de longueur d'onde. Et on le voit bien ici, le Strel ratio est très élevé. Donc, on est dans l'axe avec le pinole 0. Donc, je vais observer bien donc, ce qui va se passer ici quand je vais passer au pinole 1, puis 2, puis 3. Chaque pinole est décalé de 4,5 mm par rapport à l'axe optique sur le plan focal. Vous allez voir une augmentation avec le pinole 1 légère de l'astigmatisme. On n'est pas trop en dehors de l'axe pour le moment. Si je passe au pinole numéro 2, on voit ici, donc 2, on observe maintenant presque le double d'astigmatisme. Les autres aberrations restent assez proches et relativement faibles. C'est normal, hein, le sphérique, par exemple, ne dépend que de la lentille et l'aberration de sphéricité, quand le système est aligné, du moins, il ne dépend pas de la position dans le champ, hein. Mais l'astigmatisme, par contre, en dépend. Donc, si je continue ici, on voit au pinole 3, on est à presque 4 centièmes de longueur d'onde d'astigmatisme. Si on va au pinole moins 3, qui est la symétrie dans l'autre sens, donc je vais redescendre, on voit qu'on a quelque chose de très similaire. Donc c'est logique, hein, on est axe symétrique. On retrouve à peu près la même erreur hors axe. Et on va se remettre au centre ici pour la suite. Donc ce que vous voyez ici, c'est la PSF, reconstruite à partir des polynômes de Zernike et des coefficients fournis par le réseau. Je vais vous montrer sa racine carrée, on voit mieux les structures de diffraction autour. Donc en fait, comme on est diffraction limitée largement, tout est parfait ici. Donc la prochaine étape, ça va être de créer une aberration un peu plus significative en faisant ce que j'expliquais tout à l'heure, en serrant la vis qui se trouve sur le côté du miroir à 45 degrés. Donc je vais le faire maintenant et vous allez voir rapidement les effets sur les images. Voilà, j'ai serré la vis. On voit déjà très bien la déformation des pinolles, hein, provoquée par l'astigmatisme dû au stress engendré sur le miroir à 45. Là, on voit un front d'onde avec maintenant une très forte composante d'astigmatisme, aussi du tréfold, qui est typique d'une optique qui est pincée, hein. Ça a engendré un peu de coma. Par ailleurs, le sphérique reste du même ordre. Il vient de la lentille et pas du miroir, donc c'est normal. On voit notre astigmatisme typique dominant à 45 degrés, puisque la vis crée une pression à 45 degrés sur le miroir. Vous voyez, le Strel ratio est tombé significativement. Il est à 62 hein, à peu près %. Alors, si vous observez avec un peu d'intérêt dans le temps ce qui se passe, vous voyez que le Strel augmente gentiment. Et d'ailleurs, si on observe ici, on verra une décroissance progressive de l'astigmatisme. Bon, c'est très lent. Alors, ce phénomène, il est dû au fait que la mécanique se relaxe un peu, hein. Le stress du miroir et de sa monture se relaxe dans le temps et il faut 15, 20, 30 minutes pour que la mécanique soit complètement relaxée et qu'on ait une fonction stable. Vous voyez, on est à 64 et ça continue à osciller, mais à remonter en dessus de la valeur initiale, 64,3. Donc, il y a un petit peu de bruit qui fait fluctuer les valeurs, mais il y a une tendance à la hausse du Strel. Donc, il faudrait attendre un peu pour stabiliser tout ça. Alors, on peut voir ici la tête de la PSF typique avec de l'astigmatisme dominant et un léger coma. On le voit ici sur la valeur en racine carrée. Donc, il y a une tendance comatique dans cette direction et puis typiquement de l'astigmatisme après l'avoir compensé par le défocus, hein, ce qu'en font les polynômes de Zernike. On est toujours balancé sur ces aberrations. Ici, vous voyez ce que reçoit le réseau de neurones en entrée. Donc ici, c'est ce que voit le réseau de neurones pour le pinole 0. Et puis ça, c'est ce qu'il a recalculé. Vous voyez que c'est très similaire alors que c'est plus net. La raison, c'est que le réseau fait un calcul monochromatique, enfin, on fait un calcul monochromatique à partir des coefficients de Zernike fournis. On aurait pu faire du polychromatisme, mais ici, ce n'est pas très important. Mais vous voyez, c'est très similaire. On a quelque chose qui ressemble. Eh bien, merci pour votre attention. J'espère que cette petite présentation vous aura intéressé.
et peut-être motivé pour certains de nos projets de diplôme proposés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. La compagnie s'appelle Innovations Foresight, Innovation au pluriel. Mon email est gaston@innovationsforesight en un mot, donc innovation au pluriel.com. Ça sera avec plaisir que je recevrai vos emails et que je répondrai à vos questions. Merci encore et bonne journée.